Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Al Janoubia TV, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous avons décidé de voir un petit peu où en est le Parti socialiste français qui, depuis les années 80, a connu ou bien une position, a plutôt été ou bien dans l'opposition ou au gouvernement, avec des années très importantes où il a été à son apogée avec François Mitterrand dans les années 80. Puis, dernièrement, François Hollande était au pouvoir comme deuxième président du Parti socialiste. Et aujourd'hui, on se demande si le Parti socialiste va passer l'hiver. Donc, qui de mieux pour nous en parler que M. Julien Drey, que nous sommes très heureux de recevoir sur Al Janoubia TV. Bonsoir. Vous êtes, Julien Drey, le porte-parole de ce Parti socialiste. Le récent porte-parole. Récent porte-parole du Parti socialiste. Alors, je disais, qui de mieux que vous, m'a-t-il semblé, pour nous dire un petit peu, nous expliquer si, en regardant un petit peu comme ça, un peu l'évolution depuis les années 80 du Parti socialiste, est-ce que cet état actuel, selon vous, était prévisible ? Qu'est-ce qui n'a pas été, selon vous, fait ou bien expliqué pour que, alors, qu'on perde des élections, c'est le jeu démocratique, mais qu'on en arrive à ce point-là d'éclatement, ça c'est tout à fait autre chose. Dans la situation actuelle du Parti socialiste, il y a ce qui relève des causes propres de la situation française, et je vais y revenir. Puis il y a aussi ce qui relève de causes plus générales de ce que représente l'idée socialiste et telle qu'elle est représentée dans différents pays depuis grosso modo un siècle. On voit bien qu'il y a eu un schisme dans l'idéal socialiste au début du XXe siècle entre les socialistes et les communistes, que ce schisme s'est achevé avec la fin du communisme et l'écroulement du mur de Berlin et la disparition de ce que représentait cet idéal communiste, et que d'un certain point de vue, à ce moment-là, l'idéal socialiste ou la pensée socialiste ou ce qu'on appelait la social-démocratie avait le champ libre devant elle. Et elle aurait dû émerger comme, je dirais, la force de la gauche. C'est pas ce qui s'est passé. Alors c'est pas ce qui s'est passé parce que quand on voit, y compris ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de pays, l'Allemagne, l'Angleterre, on voit que les partis sociodémocrates qui ont connu des aléas électoraux, mais grosso modo, les partis sociodémocrates, en tant que grande structure représentant l'idéal socialiste, sont en situation de fragilité. Mon explication à moi, la mienne, c'est qu'à partir des années 90, tout ce qui avait été le moteur de la social-démocratie, qu'on avait appelé les 30 glorieuses, et le rôle qu'avait joué la social-démocratie dans la répartition des richesses produites par ces 30 glorieuses, et donc la construction de ce qu'on appelait les modèles sociaux, de protection sociale, d'éducation, c'est un peu épuisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas encore des choses à faire, mais cette idée-là, c'est un peu épuisé, c'est essoufflé, et que la pensée socialiste a été incapable de se projeter dans l'avenir. Et pourquoi ? Parce qu'elle est devenue parce qu'elle a beaucoup géré, et que la gestion, l'implication dans la gestion des pays, des collectivités locales, a fait que toute cette pensée contestataire que représentait l'idéal socialiste du début du XXe siècle s'est un peu estompée face à la réalité de la gestion, aux contraintes de la gestion. Et donc, il y a une crise d'idéal qui est posée. Et cette crise d'idéal, on le voit bien, c'est que dans ces 15 dernières années, souvent les partis social-démocrates, quand ils ont gagné, ils ont gagné contre. Ils n'ont pas gagné pour. Ils ont gagné contre le pouvoir en place. Ils étaient une forme de bouclier protecteur qu'on utilisait ou qu'on instrumentalisait par rapport à ce qu'était la droite libérale. Mais on ne votait pas par rapport à ce que représentait l'idéal socialiste. Quand on vote en 81, par exemple, en France, on vote pour, les gens ne s'en souviennent pas, mais on vote pour changer la vie. Voilà. Quand on vote pour François Hollande en 2012, on sait qu'on ne va pas changer la vie. On vote parce que, en fait, Sarkozy. Il faut tourner la page de Sarkozy. Voilà. Donc il y a cet épuisement, cet essoufflement. Alors, épuisement ou essoufflement, c'est d'ailleurs un débat. Pour moi, c'est un essoufflement. C'est-à-dire, c'est pas la contestation de ce que représente le mode de répartition des richesses perpétré par qu'on dit le système néolibéral ou capitaliste, tout ce que vous voulez. Elle est toujours présente. Et on voit bien, d'ailleurs, que dans un certain nombre de pays, il y a des attentes nouvelles qui apparaissent. Je pense par exemple à ce qui s'est passé, parce que c'est très intéressant, aux États-Unis.
pendant la campagne d'élection. Il y a eu certes l'élection de Trump, mais il y a eu un candidat qui était un candidat socialiste, qui se revendiquait de cet idéal-là, qui a failli gagner les primaires démocrates et qui aurait même peut-être pu gagner la présidentielle. Quand on pense à ce que représentaient les États-Unis pour toute la pensée socialiste dans les années 50-60, bien, voilà. Donc il y a un renouveau à construire, il y a une recherche pour redonner un souffle à cet idéal de transformation sociale. Mais alors, est-ce que vous êtes en train de dire, Julien Drey, que finalement, quand on vote socialiste contre, est-ce que ça veut peut-être dire qu'on n'a pas encore intégré l'idée que le Parti socialiste est véritablement un parti de gouvernement? Si, non, on sait que c'est un parti de gouvernement, mais justement, c'est trop un parti de gouvernement et pas assez un parti de projet de long terme. Vous voyez, donc c'est un parti qui vient là pour gérer la société, la gérer plutôt calmement, avec une sorte d'équilibre, maintient une sorte d'équilibre social, mais on n'a pas cet élan qu'a représenté la social-démocratie dans les années 50 ou dans les années 60 dans tous les pays industrialisés, où elle construisait par exemple le modèle de protection sociale, la sécurité sociale pour tous, où elle construisait l'éducation pour tous et la démocratisation du système d'éducation et de formation. Bon, c'est l'État protecteur, l'État-providence, l'État protecteur qui a construit la social-démocratie. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est plutôt en défense de cet État protecteur, mais on est incapable de lui donner une nouvelle dimension en termes de droits, en termes de statut des individus par rapport à ce monde tel qu'il est. Et il y a une recherche. C'est par manque d'audace? On n'a pas envie de prendre trop de risques? Oui, il y a certainement un manque d'audace. Il y a aussi un certain nombre d'échecs qui ont pesé. C'est-à-dire que les grands élans se sont essoufflés parce qu'il y a eu des déceptions après ces grands élans 81, les tournants qui ont eu lieu en 83. Ouais. Voilà, bon, une grande politique de conquête, paradoxalement, on l'a peut-être pas assez à l'époque médiatisée, vendue, interprétée. On a une politique de grande conquête sociale qui est la période de 97 à 2000 avec Lionel Jospin, où on fait, par exemple, quelque chose qui est à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque, les 35 heures, qu'aujourd'hui, malgré tout, personne ne remet en cause, fondamentalement. Même quand vous avez les campagnes électorales, on vous dit... on en parle, mais on les laisse tels voilà, parce qu'en fait, c'est pas les 35 heures, c'est la RTT qui est en cause, ce qu'on appelle la réduction du temps de travail. Et la réduction du temps de travail, elle a été intégrée par des millions de salariés aujourd'hui comme une conquête sociale pour les mères de famille, pour les parents. C'est une gestion de son temps de travail qui est plus souple et qui permet un meilleur épanouissement. Bon, ça a été une grande conquête sociale, portée par la social-démocratie. Voilà. Aujourd'hui, la question du droit à la santé pour tous, et notamment, on voit bien avec toutes les nouvelles maladies, notamment les maladies longues ou tout ce qui représente le vieillissement de la population et les pathologies qui sont liées à ça, je pense notamment à Alzheimer, sont aujourd'hui, il y a deux solutions, où on laisse crever les gens, et bientôt on nous dira même qu'il faut les euthanasier, où on crée les conditions pour une prise en charge humaine, et donc on allège les familles, parce qu'il y a plein de familles aujourd'hui qui sont incapables de gérer des arrière-grands-parents ou des grands-parents qui ont par exemple la maladie d'Alzheimer. C'est un soin et un accompagnement très important. Là, il y a une conquête sociale par rapport à un projet de civilisation. Le projet de civilisation, c'est de respecter les individus, les considérer, et pas simplement les considérer comme des producteurs, mais aussi comme des individus à part entière. Très bien. Mais ça, ces déceptions peuvent expliquer une défaite aux élections. Mais là, on n'en est pas à une défaite aux élections. Non, après, on en est à un éclatement. Non, justement, à la limite, je dirais, ça explique pas beaucoup la défaite aux élections, ça explique la crise profonde, ce que je viens de vous dire. Il y a une crise profonde qui fait que, évidemment, même quand on n'a pas trop mal géré, mais qu'il y a un peu de réticence, de déception, comme vous n'avez pas ce fond qui font que, ma génération, les parents, ils disaient on est de gauche, on vote à gauche, et ils ne se posaient pas de questions. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des générations qui disent bon, on vote à gauche, pourquoi, j'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais même plus si je suis à gauche ou à droite. Tout ça, c'est dépassé. Donc, il y a une vraie reconstruction de l'image de la gauche dans le conscient des gens pour que, même quand il y a des déceptions, on dise c'est notre famille, la gauche. D'accord, mais c'est vrai, mais il faut les entendre quand même, ces personnes-là qui vous disent je ne sais plus trop ce que c'est que la gauche. Est-ce que le Parti socialiste... C'est pour ça que je vous dis, il y a dans la phase qui est là maintenant, qui donne un peu de temps, puisqu'on est dans l'opposition, il y a pour le Parti socialiste français, mais pas que pour le Parti socialiste français. On voit bien qu'il y a le même problème en Allemagne, on voit bien qu'il y a un tâtonnement en Angleterre où on ne sait pas bien, on voit bien qu'il y a un problème aussi dans les pays, dans les partis socialistes d'Europe du Sud, je pense à l'Italie notamment, où le Parti socialiste n'a plus aucune identité
d'identité. Bon, voilà, il y a cette Mais est-ce que reconstruction. la Et je vraie pense que cette question, reconstruction, Julien Drey. elle doit être adossée à la construction européenne, si vous me permettez. Oui. Parce que le grand apport aussi Ouais. de la social-démocratie, c'est qu'à la sortie de la guerre, elle a fait la paix sur ce continent européen. Elle était porteuse de la paix. Et elle l'a fait dans un compromis historique avec ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. Voilà. Et il fallait le faire, on ne pouvait pas le faire autrement. Ouais. Et l'Europe a porté des fruits considérables, ne serait-ce que parce que pour la première fois depuis un demi-siècle, ce continent a Est en arrêté de paix. se déchirer. Tout à fait. Mais le souffle européen lui-même s'est épuisé. Pourquoi? Parce qu'il faut construire une conscience européenne, il faut construire une identité européenne, il faut dépasser les cultures nationales pour construire une culture européenne. Et là, la social-démocratie, qui puise ses racines dans ce qu'on appelait l'internationalisme, c'est-à-dire le fait que tous les hommes étaient frères, qu'on pouvait dépasser les frontières, qui refusait le nationalisme, elle a été réticente à prendre en charge ce projet-là. Voilà. Oui. Et ce qui fait que nous vous trouvez dans plein de pays, dans un affrontement avec des courants nationalistes, et que la social-démocratie, elle ne sait pas si elle est du côté de l'internationalisme ou si elle est du côté de la prise en considération des critiques du modèle européen, qui fait qu'à un moment donné, vous êtes presque anti-européen. Mais ce n'est pas aussi le problème de savoir un petit peu, de comprendre qu'on est au XXIe siècle? Est-ce que le Parti socialiste n'a pas vu cette entrée dans le XXIe siècle, n'a pas su gérer l'entrée dans le XXIe siècle et est resté à la fin du XXe siècle? Alors, il est bon l'exemple que vous donniez à l'instant, a su faire la paix dans l'Europe. Mais quand? Ça, c'était dans les années 50, 60. Et aujourd'hui, on est en 2017. Il y a de l'eau à couler sous les ponts, les gens se sont transformés. Les gens Oui, ont... le cumul des deux, c'est-à-dire le cumul de ces causes structurelles, si vous me permettez, et ce qui ont été aussi les causes conjoncturelles, c'est-à-dire les difficultés liées à la gestion des pays, peut-être le fait qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi aux nouveaux instruments qu'on vous devez construire pour être plus actif, proactif, comme on dit, sur le plan économique, avec des visions où on s'occupait essentiellement de la redistribution et pas de la production. C'est un peu la mutation qu'on a connue avec le quinquennat Hollande, où pour la première fois, des socialistes ont dit la production, ça nous intéresse. Les conditions de la production, évidemment, nous intéressent surtout aujourd'hui au regard de ce qui se passe sur le plan environnemental. Et donc, il faut qu'on se porte en amont des choses et pas qu'on attende simplement que la société aille bien pour redistribuer les fruits de la croissance. Bon, Ouais. il y a aussi une intervention sur la croissance elle-même, et y compris sur la manière dont on produit. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont en mutation, oui, c'est vrai, et qu'on n'a pas assez anticipé. Voilà, D'accord. je pense que ça pèse aujourd'hui. Pendant longtemps, chez les socialistes... Même dans la façon de communiquer. Oui, Il y a une certainement. façon de communiquer en 2017 qui est celle de 2017, celle du 21e Oui, siècle. bon, moi je suis pas un... J'essaye de faire toujours attention parce que je pense que la communication n'est que la traduction de problèmes plus profonds. Ouais. Voilà. Et que quand on en reste simplement en disant il a mal communiqué, c'est pas qu'il a mal communiqué. C'est chez moi, il y avait un proverbe quand j'étais jeune que les instituteurs nous apprenaient, c'est ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Bon, c'est quand vous ne comprenez pas bien, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, bah, évidemment, vous avez après des problèmes de communication, donc de communicants. Voilà, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'avoir des bons communicants et qu'il vaut mieux. Mais ce n'est pas que ça. Bien sûr, bien Il ne sûr. faut pas le réduire à ça. Voilà. Alors, Alors après, il y a effectivement une modernisation de la vie des partis politiques, où là, il y a un énorme retard, mais pas que pour le Parti socialiste, pour l'ensemble des partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce que permettent les nouvelles technologies, on n'a pas été capable de se servir, d'instrumentaliser ces nouvelles technologies pour créer une démocratie vivante à l'intérieur des partis, et ce que j'appelais la démocratie participative. Voilà, on tâtonne avec les primaires, mais on ne sait pas bien, par exemple, mais on voit bien que la vie d'un parti politique, elle peut complètement changer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. ouais. Qui peut intéresser, y compris, parce que on a un débat à un moment donné sur les problèmes éthiques, la GPA, la procréation assistée. Bon, bah, là, on peut très bien avoir des débats sur des chaînes de télévision fabriquées par ces partis, avec des réunions qu'on médiatise, des réunions qu'on filme. Chacun peut, à partir de là, en allant sur la chaîne de télé, se faire une idée. On peut amener des experts. Et donc, au lieu d'avoir la petite réunion de section que vous aviez auparavant dans un sous-café, vous pouvez avoir un instrument qui fait que des milliers de militants participent un soir, deux soirs, trois soirs. Mais c'est ça, comprendre qu'on est au XXIe siècle. C'est exactement ça. Oui, mais bon, les vieilles machines, vous savez comme moi, elles s'auto-reproduisent et elles ont tendance à pas forcément... Bon, et puis,
c'est aussi un problème de management. Mm. Vous avez des responsables politiques qui sont restés des responsables politiques fabriqués à l'ancienne. Bien sûr. Bon, Est-ce que vous pensez qu'il faudrait refaire ces primaires tous les mouvements sociaux des années c'est ce que 80 tout ou à l'heure. même parce que c'est pas un problème d'âge. Vous savez, Ouais. j'entends beaucoup Non, en ce bien moment, sûr, bien on sûr. me dit il faut trouver des nouvelles générations. Je dis bon, vous avez raison, moi j'admets Aussi, mon âge. aussi. Il n'y a pas de problème, mais Il n'y a pas que ça. en 2015, j'ai été le premier à faire des réunions d'appartements filmées qu'on mettait sur Facebook. Voilà. Normalement, je dirais c'est les nouvelles générations qui auraient dû porter ça, parce que c'est elles qui sont plus ancrées dans cette réalité que moi, qui viens quand même de la feuille de papier et du stylo à billes. Bon, voilà, donc, mais c'est une question. Mais ces réunions-là, je regrette, moi, par exemple, que dans la campagne à venir, quand dans la campagne qui s'est passée, on n'en ait pas fait plus et on ne les ait pas étendues. Bon, et je vais même être un peu polémique, si vous me permettez. Il y a deux manières d'utiliser les technologies. Il y a une manière d'utiliser les technologies qui renforce le pouvoir central et l'autorité centrale, puis il y en a une autre qui le démocratise et le déconcentre. Quand vous faites la comparaison entre ce que je vous dis, c'est-à-dire par exemple ces réunions d'appartements filmées et l'hologramme, vous voyez bien la différence. L'hologramme, c'est de la technologie mais qui renvoie à une personne, tandis que la réunion d'appartements filmée, c'est participatif. Bien sûr. Voilà. Vous parliez des primaires. Vous pensez que c'est une bonne chose, qu'il faut continuer ce système des primaires? Parce que oui, on s'aperçoit que dans votre parti, comme chez les Républicains, les primaires, ça ne donne pas un président de la République. Ça devrait, ça l'a donné d'ailleurs. Il ne faut quand même pas tout jeter comme ça en 2007, en 2012. En tout cas, ça a failli le donner en 2007, mais ça a donné à la campagne Ségolène Royal à l'époque une fraîcheur et une vitalité qui n'étaient pas prévues, et avec un score remarquable, dans un contexte qui était difficile au regard de la situation dans laquelle se trouvait le Parti socialiste après le fameux référendum européen de 2005. Bon, ça l'a donné en 2012 avec François Hollande, ça lui a donné l'élan nécessaire pour gagner. En 2017, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une dénaturation du processus des primaires. C'est devenu une sorte de self-service. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « j'ai voté aux primaires de la droite, j'ai voté aux primaires écologistes, aux primaires de la droite, aux primaires socialistes. » Et à la fin, pourquoi vous avez fait ça? Parce que ça me permettait d'éliminer machin, d'éliminer des trucs. Voilà. Or, normalement, au départ, les primaires, les gens, ils signaient une charte. Ça veut dire qu'ils se reconnaissaient dans un certain nombre de valeurs. Ouais. Ils annonçaient qu'ils participaient au débat d'une famille politique dans laquelle ils se reconnaissaient. Aujourd'hui, c'est plus ça, parce que cyniquement parlant, les gens ont signé la charte en s'en foutant. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut revenir aux fondamentaux des primaires. Moi, je crois, fondamentaux, c'est quoi? C'est dire que les primaires, ça permet d'associer des millions de gens au choix d'un leader, et c'est une bonne chose, mais il faut que les gens qui y participent, ils y participent vraiment, c'est-à-dire bien pas simplement un dimanche. Donc je pense par exemple que ce qu'on avait fait en 2007, qui avait été utile, c'est-à-dire si on veut participer aux primaires, on ne s'y prend pas la dernière minute en se levant un matin le dimanche, en disant bon allez je vais dépenser 2 € et puis ça va me permettre d'éliminer Manuel Valls ou d'éliminer Nicolas Sarkozy, mais j'ai pris ma carte 6 mois avant, j'ai participé à des débats, j'ai été un militant de la primaire, et donc j'ai été un militant de la gauche dans les primaires. D'accord. Voilà. Sur une durée, quoi. Sur une durée. Ouais. Et je pense que ne serait-ce que le simple fait de prendre des cartes, ça va éliminer les consommateurs de dernière minute. Alors, Julien Drey, vous le rappeliez, vous avez, dans les années 80, été cofondateur de... on le disait en off, de SOS Racisme. Mais pas de off, c'est vrai. Oui. J'ai fondé SOS Racisme en 84, oui. Avec Arlène Désir. C'était une réponse à une période qui était effectivement... L'apparition du Front National. Oui, et première apparition du Front et c'était National. une période très difficile pour qui était jeune maghrébin à l'époque, ou jeune oui, il y a beaucoup de jeune tabassage, africain. de Ça allait crimes plus que les tabassages. crimes même, racistes. ça allait, voilà, exactement. Et aujourd'hui, bilan de cela. Alors aujourd'hui, le problème c'est que le bilan, la lecture de la situation est contradictoire. Je m'explique. La société française, elle intègre beaucoup plus qu'on ne le croit, et plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Quand vous regardez la réalité de la société française, en dehors du monde politique, dans le monde économique par exemple, vous voyez que les choses sont en train de bouger énormément. Voilà. Vous avez aujourd'hui des jeunes des cités qui sont devenus des jeunes entrepreneurs, qui sont devenus des leaders dans leur domaine, qui ont une envie et un potentiel d'ailleurs souvent énorme. Et vous avez souvent des directeurs des ressources humaines qui vous disent « Nous, on préfère embaucher les jeunes des cités que les jeunes des quartiers normaux, parce que les jeunes des cités,
ils ont faim, si vous m'exprimez cette, c'est pas trop ce qu'on entend. Hein. On entend plutôt qu'il y a pas mal de freins à l'embauche. Non, il y a des freins dans un certain nombre de secteurs. Ça, c'est incontestable. Il y a une discrimination à l'embauche, etc. Mais les vrais directeurs des ressources humaines aujourd'hui, prenez par exemple les réseaux bancaires, ils vous diront eux-mêmes que les banques françaises, vous avez qu'à aller dans les agences, vous allez voir la diversité, voilà, elles ont beaucoup évolué. Le système des assurances, dans les assurances. Alors après, il y a un monde aussi de l'entreprise qui continue à pratiquer sa discrimination tranquillement, c'est-à-dire que dès qu'il repère un maghrébin ou un black, il commence à avoir des préventions à son égard, etc. Mais les grands directeurs des ressources humaines, la culture qui est en train de s'installer, c'est plutôt une culture de dire on y va. Et ça bouge. Alors après, il y a des problèmes de formation, puisqu'il y a une discrimination à l'école qui fait qu'il y a une série de jeunes qui ne se retrouvent pas avec les bagages culturels ou intellectuels qui leur permettraient spontanément d'accéder à ces postes-là. Mais il y a quelque chose qui a bougé. Voilà. Contrairement à ce qu'on nous dit, la société française, elle n'est pas bloquée. Elle est en mouvement. Mais dans ce mouvement, il y a d'énormes résistances, il y a d'énormes réticences, il y a donc un problème de discrimination. C'est pour ça qu'il y a une bataille point de vue gouvernemental à mener contre les discriminations et pas simplement faire de l'affichage, mais avoir une réalité avec des sanctions, notamment en redonnant du poids à l'inspection du travail pour qu'elle puisse sanctionner les entrepreneurs qui font... voilà, il y a des discriminations aussi dans la vie quotidienne. On voit bien que dans le domaine du logement, il y a d'énormes discriminations. Tous les jeunes vous racontent qu'ils téléphonent, on leur dit oui, vous venez, et puis quand ils arrivent, on n'avait pas prévu que c'était comme ça. Comme par hasard, l'appartement, il est loué avant. Ou on ne peut plus le louer. Bon, voilà. Bon, ce que vous êtes en train de me dire, que ça, en fait, concrètement, on ne peut rien faire contre ça. Si, au contraire. C'est pour ça que je vous dis, il y a une bataille permanente contre les discriminations et contre tout ce que ça représente. Rappelez-vous ce qui a été mené comme bataille, notamment par SOS Racisme il y a 20 ans sur les fameux testings, qui a fait d'ailleurs que la méthode du testing est aujourd'hui légalisée, acceptée comme preuve d'un comportement raciste, alors que ce n'était pas le cas au départ. Bon, donc il y a une bataille terrible à mener contre les discriminations. Mais il ne faut pas avoir une vision que négative. C'est ça que j'essaye de dire. Après, il y a un problème, c'est que la représentation de ce phénomène-là, la représentation politique, est sous la pression du Front National. Donc au lieu de revendiquer cette intégration qui marche, en disant il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des freins, il y a des victimes de tout ça, ça c'est vrai, mais il y a un processus qui est inéluctable et que nous assumons parce qu'il est porteur, vous avez un monde politique qui est frileux. Voilà. Pas que politique, même médiatique. On a quand même l'impression que quand on regarde la télévision, les chaînes de télévision... Les télévisions publiques, parce que les télévisions privées, elles ont commencé à intégrer tout ça. D'accord. C'est pire. C'est pire. La télévision publique n'est pas capable de faire en sorte que la représentation nationale soit mieux... Oui, il y a incontestablement, ça fait partie des blocages, des résistances, même si, me semble-t-il, ces dernières années, les choses ont commencé à bouger. Voilà. Et on voit, vous avez qu'à regarder les séries télé notamment, ou même dans le cinéma, on voit que les choses sont en train de bouger. Ouais, et c'est tardif. Oui, je n'ai pas dit que ça s'était fait, mais ce que je veux dire par là, c'est, comment dire, si la représentation politique, elle n'est pas en revendication de cela, et si elle intègre simplement la pression du Front National, alors elle n'est pas capable aussi elle-même, par ce mouvement-là, ceux qui s'engagent dans ce mouvement-là se sentent confortés. Or, ils ne se sentent pas confortés quand il y a la pression du Front National et qu'il y a un monde politique qui n'est pas l'affrontement dans ce domaine-là. Voilà. Alors après, je pense que notamment, parce qu'on va y venir, que le Parti socialiste sur ces questions-là, qui était très en pointe dans les années 80, n'a pas été à la hauteur des événements dans les 10 dernières années. Bon, on a construit quelques figures symboliques à l'intérieur du gouvernement. Je ne vais pas les stigmatiser, mais on voit bien de qui je veux parler. Mais la politique dans les quartiers, elle n'a pas connu l'impulsion, d'après moi, nécessaire. Et là... C'est vrai. Alors, je voulais vous poser cette question. C'est ce qu'on entend beaucoup je pense aussi. C'est que le Parti socialiste, qui était normalement, naturellement, celui qui devait porter tout cela, n'a pas su ou pas voulu moi, je pense qu'il y a une intégrer véritablement des composantes de la diversité, comme on dit, maghrébine ou autre. C'est pas tellement intégrer les composantes, parce que maintenant, les équipes municipales, quand on prépare les élections locales et tout le monde sait la réalité des populations, tout le monde sait qu'il faut trouver des équilibres, il faut fabriquer des... Voilà. Et que si vous allez dans une ville avec une liste qui est totalement stéréotypée, vous avez toutes les chances d'avoir la moitié de la ville qui vous disait « c'est pas... c'est pas nous ça ». C'est pas nous ça. Ouais. Bon, donc... après, ce que je pense, moi, la grande erreur du Parti socialiste, mais on voit bien là que c'est une nouvelle culture, c'est que pendant toutes les années 80, le Parti socialiste, il est irrigué de son rapport avec le tissu associatif. Ouais. Il s'appuie sur le tissu associatif. Le tissu associatif l'irrigue en dégageant d'ailleurs un certain nombre de ses responsables qui deviennent des militants ou des responsables socialistes. Et puis, tout doucement, la culture administrative de la gestion, du contrôle,
excusez-moi l'expression, mais entre guillemets, du flicage des associations sur l'utilisation des subventions, sous la pression du Front National aussi souvent, dans les collectivités locales, vous donnez à telle association, machin, etc. Et le fait de refuser, moi je l'ai vécu à la région Île-de-France, ça m'arrivait de me disputer avec le Front National en disant, bah oui, des fois il y a des trucs qui ne marchent pas. Et alors, c'est pas catastrophique. Parce que ça fait partie aussi de l'expérience, ça ne peut pas toujours marcher bien. La vie d'une association, des fois, elle peut tourner à vide, on peut avoir des problèmes. Mais on reconnaît ces problèmes-là. Si ce n'est que des problèmes, vous avez raison, c'est de l'argent gaspillé. Mais des fois, il y a des échecs. Et les échecs vont peut-être nourrir des expériences nouvelles et des erreurs qui ne se reproduiront pas. Mais on est devenu tatillon, procédurier, et on a impuissanté le tissu associatif. Et on l'a même désespéré. Parce que sur le terrain, j'ai vu nombre de responsables associatifs qui étaient compagnons de route de la gauche et du Parti socialiste. Ils me disaient, moi j'en ai marre de remplir des dossiers de sub, j'en ai marre d'aller supplier, j'en ai marre du statut qui m'est donné. Et on regarde toujours les gens du tissu associatif avec une suspicion. Oui. Alors que c'est l'inverse. Et qu'il faut, parce que dans les quartiers, il y a un tissu associatif, il n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on dit. Il s'est souvent replié sur les questions locales, il est moins dans la grande contestation, mais il est là, il est actif. Voilà. Et nous, moi, je regrette qu'on n'ait pas, par exemple, donné un statut aux animateurs de quartier, un statut professionnel. Voilà, un vrai statut. Un statut professionnel. C'est-à-dire une carrière professionnelle. Bon, là, on fait des petits contrats, des contrats à durée déterminée, tu fais ça, tu vas faire autre chose. Mais quand vous avez des milliers de jeunes qui veulent faire la filière STAPS, c'est-à-dire la filière sport, etc., et qu'on les refuse parce qu'on va mettre en plus maintenant un tirage au sort alors que dans toutes les collectivités, vous savez que si vous aviez un peu plus de moniteurs de sport et un peu plus d'éducateurs de rue, comme on disait, pour prendre les petits qui sont en situation difficile, c'est mieux d'avoir tous ces éducateurs professionnels, pas simplement de prendre le type qui est un peu grosse gueule, à qui on donne un peu une subvention comme ça, et puis on va regarder, on dira c'est pas très bien, voilà. Bon, donc c'est la gauche. Toutes les années 60, la gauche, c'est la culture de ce fameux socialisme municipal de l'époque, mais de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et donc du mouvement associatif. Puis la gauche s'est mise à faire de la politique. Voilà. Et c'est ça. Oui, elle a fait de la politique, mais surtout, elle a oublié ce mouvement éducatif, ce mouvement d'éducation populaire qui avait fait la force du Parti socialiste dans les années 70-80, le mouvement mutualiste. Le mouvement mutualiste est devenu un mouvement assurantiel. Voilà. Alors qu'au départ, justement, les mutuelles, elles se construisent contre les systèmes assurantiels. Elles doivent avoir, voilà. Donc tout ce cœur qui a fait la vie de la gauche, on a commencé à s'en méfier, à s'en défier. Lui-même a commencé à nous regarder comme étant simplement des technocrates gestionnaires. Et bon, il est parti loin. Donc il faut reconsidérer ça. Il faut se réapproprier cette implantation locale. Vous savez que quand moi j'adhérais au Parti socialiste à l'époque, on disait chaque militant socialiste doit avoir sa carte, ou d'un syndicat ou d'une association. Mais tout doucement, les militants socialistes, la seule carte qu'il avait, c'est d'être candidat au futur conseil municipal. Voilà. Donc il a oublié ce travail de présence, de terrain, et donc aussi d'alimentation de la vie du Parti socialiste. Alors, on dit beaucoup aussi, je vous rapporte un peu tout ce qu'on dit, on dit aussi beaucoup que le Parti socialiste a un problème avec l'islam, un problème avec la religion musulmane. Non, les sociétés ont un problème avec l'islam, parce que l'islam est une religion qui était pratiquée dans nos sociétés occidentales, mais qui était quand même un petit phénomène, je dis pas marginal, mais qui correspondait à quelques milliers ou peut-être quelques centaines de milliers, puis tout d'un coup, ça concerne des millions de gens. Donc ça veut dire, y compris la pratique de ce culte, elle a changé. Vous avez bien vu comme moi, le fait que quand on a sorti l'islam des caves et on a construit des mosquées, tout d'un coup la France elle a changé, parce que désormais la France c'est pas simplement les églises, c'est aussi les mosquées maintenant. C'était un petit peu les synagogues, mais c'est aussi beaucoup de mosquées qui sont construites avec une pratique qui s'installe. Bon, voilà. Mais après, il y avait donc ce débat sur la laïcité, parce qu'il fallait trouver un équilibre entre la présence de cette religion nouvelle, d'un certain point de vue, dans le pacte républicain, en tous les cas nouvelle par l'influence qu'elle représentait, pas nouvelle voilà. Le Parti socialiste, il a été plutôt, je veux dire, dans les municipalités, les responsables socialistes ont plutôt été à l'avenant. Ils ont plutôt poussé à ce que tout ça vive en bonne entente, dans le respect de je dirais, de la laïcité. Après, il y a un autre phénomène qui est l'apparition de l'islam politique radical, qui a évidemment affolé la société française et qui fait qu'il y a eu des amalgames qui sont faits. Et voilà. Alors, moi, j'ai souvent regretté, je le dis aussi, qu'au sein de ceux qui étaient les croyants, le camp des modérés, le camp non pas des raisonnables, mais de ceux qui s'inséraient
dans une croyance et pas dans une revendication politique autre, ne soit pas assez fort pour aider le monde politique à travailler. Et je prends un exemple que nous allons vivre à partir de demain. Moi, je pense que ce que fait l'imam Chalgouni, avec la marche qui va s'organiser dans différentes capitales contre le terrorisme, et avec 60 imams qui vont venir, ça c'est un élément, c'est formidable ce qu'il est en train de faire, et j'aurais aimé qu'on le fasse plus tôt. Voilà. Mais c'est aussi la reconnaissance du culte musulman, et aussi d'un clergé musulman, à qui on donne un statut. Voilà. Parce que ça, ce sont des questions importantes qui n'ont pas été assez traitées au nom de la laïcité. On s'est désintéressé de la structuration de tout ça. Et je pense que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas comprendre qu'on est au XXIe siècle. Oui, c'est vrai, pour une part, c'est vrai. Ou alors raisonner avec les schémas de la fin du XIXe et du XXe siècle, dans ce combat autour de la laïcité, qui est un combat très dur contre la religion catholique, alors que là, il fallait aider. Vous voyez ce que je veux dire? Contre la religion catholique, il fallait la repousser parce qu'il fallait séparer le pouvoir politique du pouvoir spirituel. Bon, et donc c'était une coupure qu'il fallait faire. Là, c'est l'inverse, il faut aider un pouvoir spirituel à pouvoir, en tous les cas une communauté spirituelle, à pouvoir se structurer pour s'insérer dans un monde laïque. Alors, dernière question. Internet a-t-il fait du mal au Parti socialiste? Non, il n'a pas fait plus de mal qu'il en a fait du bien. L'Internet dans la société, on voit bien, bon, c'est une trivialité de dire ça. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté négatif, c'est que c'est un monde de lâcheté où chacun se lâche et on assiste à des choses. Mais d'un certain point de vue, des fois, je me dis, bon, c'est insupportable, mais finalement, ça permet à des gens de s'exprimer. Ouais. Il vaut mieux qu'ils s'expriment sur Internet que dans la rue en allant casser la gueule à leurs voisins. Bon. Je dis ça en vanant parce que c'est assez insupportable quand on voit les commentaires, les polémiques, les gens qui disent n'importe quoi, les fausses nouvelles qui se répandent, etc. C'est vrai que ce côté-là, il devient insupportable. Mais il y a une bonne utilisation de l'Internet aussi. Peut-être que nous n'avons pas assez utilisé Internet dans ce sens-là. Et encore une fois, notamment la démocratie participative, etc. Le PS, c'est fini? Non. Le Parti socialiste, enfin non. Ça, c'est un cri du cœur. J'espère pas, parce que pour moi, c'est une vie militante. Je pense qu'on vit un moment difficile. Certains diront même un sale moment. Je pense qu'on n'a pas anticipé assez tout cela. Je pense qu'il faut... Bon, il y a une refondation, une réappropriation. Il y a un travail qu'il faut faire maintenant, qu'on n'a pas fait dans les années précédentes quand on a eu des défaites, parce qu'on a réduit ça simplement à des questions de casting. Oui. Et c'est pour ça que... D'alternance voilà, en disant, attendue, voilà, c'est pour ça que je suis très méfiant dans le débat actuel sur ceux qui nous disent, bon, il faut changer de génération. Je fais remarquer d'ailleurs que la jeune génération, elle a déjà dirigé le pays, puisque la plupart d'entre eux, d'entre elles et d'entre eux, ils étaient ministres. Donc, à part aller chercher à la sortie du lycée, on a une génération politique qui a exercé le pouvoir et qui est une jeune génération. Je pense que Najat Vallaud-Belkacem, Mathias Fekl, ont été des jeunes ministres. Alors, eux, ils ont resté dans le gouvernement, d'autres s'en sont sortis. Mais vous voyez, ce n'est pas qu'un problème générationnel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une relève générationnelle à préparer, à installer, etc. Mais ce n'est pas qu'un problème générationnel. Et si on fait que ça, on va encore passer à côté de la réalité du travail qu'il faut faire. Merci Julien Drey. Merci. Bien, merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien sur Al Janoubia TV.